Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 pour cette première de matières premières et fondamentaux, donc une vidéo qui sera dédiée exclusivement aux matières premières, hein. C'est quelque chose que l'on faisait déjà auparavant, mais c'était intégré à la vidéo quotidienne au Good Morning Market. Alors à présent, nous allons faire une vidéo qui sera exclusive aux matières premières, et donc ce sera la première fois aujourd'hui, et ce sera tous les mercredis en début d'après-midi. Alors, au sommaire du jour, nous allons aborder aujourd'hui quatre matières premières, dont trois que nous abordons déjà très souvent. Nous allons aborder le cacao, le pétrole, le gaz naturel et l'argent. Alors, pour le cacao, c'est quasiment une première. Et donc, étant donné que c'est l'une des premières fois que l'on aborde ce marché-là, nous allons prendre un peu plus de temps. Nous allons parler du contexte actuel du marché du cacao, un contexte plutôt tendu. Nous allons l'aborder tout de suite, hein, avant de passer à la prochaine slide. Et ensuite, on enchaînera directement sur les autres marchés que nous avons d'ores et déjà l'habitude de suivre avec attention. Concernant le cacao, alors le contexte pour cette matière première, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une réelle guerre du cacao actuellement. Et en première ligne, deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que ces deux pays assurent près de 60% de la production mondiale de cacao. Il y a 40% pour la Côte d'Ivoire et 20% pour le Ghana. Et donc ces deux pays sont contre notamment Hershey, Mars et Olam, des géants du chocolat. Alors le but principal était d'augmenter la rémunération des planteurs, donc des producteurs, par le biais d'une prime. Cette prime s'appelle le DRD, donc c'est le différentiel de revenus décent, donc un revenu à hauteur de 400 $ par tonne de cacao, car il faut dire que les planteurs ne touchent que 6% des 100 milliards de dollars de revenus annuels que génère le cacao, et ils vivent pour la plupart malheureusement sous le seuil de pauvreté. Et donc, récemment, la tension est montée d'un cran lorsque notamment le Conseil Café Cacao, donc le CCC en Côte d'Ivoire, et le Cocoa Board, donc le Cocoa Board au Ghana, ont pointé du doigt ces géants du cacao qui ne payaient pas justement ce DRD, alors que ce différentiel est appliqué depuis le 1er octobre 2020. Alors visiblement, à présent, ce problème est réglé, et malgré ces paiements supplémentaires, les agriculteurs, les planteurs en Côte d'Ivoire ont menacé de déclencher une grève en raison des prix qui sont extrêmement bas. Et donc on pourrait assister à des blocages de ports, ce qui pourrait être un des moyens donc pour eux d'exprimer leur mécontentement. Il faut noter également que de nombreux agriculteurs ont dû vendre le fruit de leur travail en dessous du prix minimum à cause de la pandémie de coronavirus. Donc cette pandémie qui n'a pas arrangé les choses pour les planteurs de cacao. Et on notera également que les deux premiers mois de la saison, c'est-à-dire les mois d'octobre et de novembre, ont connu les plus fortes livraisons en provenance de Côte d'Ivoire, mais aussi une baisse significative au Ghana. Et donc, c'est les géants du chocolat, quant à eux, affirment que les paiements supplémentaires, hein, pour compenser justement ces pertes des agriculteurs, ce fameux paiement des 400 $ par tonne, ont entraîné une offre excédentaire. Et donc, actuellement, les fournisseurs recherchent des alternatives moins coûteuses. Alors récemment, plus récemment, on a pris connaissance du dernier rapport de l'ICCO, un rapport qui a montré que la transformation finale du cacao en 2020 était moins importante que prévu, encore une fois à cause du coronavirus. Donc nous allons à présent enchaîner. On va s'intéresser très rapidement au marché futur du cacao. On peut constater que le léger backwardation un léger backwardation est visible justement sur le cacao, et donc la demande pourrait être avantagée à court terme. C'est l'un de nos arguments haussiers pour le cacao. Nous avons également le positionnement sur le cacao qui ne donne aucun signal clair, hein. Nous avons ici en rose, par exemple, les nets longs, et donc le nombre de positions, qu'elles soient longues ou courtes, reste relativement faible. Donc de ce côté-là, on n'arrive pas à donc déceler un quelconque signal. Donc rien à signaler, hein, de ce côté-là, du côté du positionnement sur les marchés futurs. À présent, on va s'intéresser d'un point de vue technique. On va parler un petit peu d'un phénomène météorologique. Donc, tout d'abord, hein, on peut constater que les cours du cacao évoluent dans l'enceinte d'un canal ascendant, et que effectivement,
si cette hausse pourrait se poursuivre, notamment si la livre sterling se renforce. Et c'est le cas justement, hein. Nous avons eu donc un GBP-USD qui vient de s'affranchir aujourd'hui même du seuil des 1,37. Alors est-ce qu'il parviendra à se maintenir au-dessus? Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas pour le moment, c'est en cours. Et on notera également d'un point de vue saisonnier, hein, on s'attend à un léger repli pardon, avant une reprise haussière. Mais il y a également la météo qui va jouer et un phénomène météorologique qui est au centre des préoccupations. Et c'est notamment un vent saisonnier. Ce vent saisonnier s'appelle l'harmattan. Il bat son plein actuellement. Il assèche les cultures de cacao dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce phénomène-là, sur ce vent saisonnier, c'est un vent du nord-est qui est très chaud le jour, beaucoup plus froid la nuit. Il est très sec et souvent chargé de poussière, car il faut savoir qu'il provient du Sahara. Et donc, à l'heure actuelle, c'est une préoccupation majeure à l'approche notamment de la mi-récolte qui est prévue en mars. Donc, d'un point de vue météorologique également, nous avons un facteur aussi, nous avons ce retour de la demande qui pourrait être favorisé par le léger backwardation. Donc plusieurs éléments, et la saisonnalité également, viennent présager une poursuite de la hausse. Et en plus de cela, hein, s'il y a des actions notamment des blocages dans des ports, hein, cela pourrait propulser davantage les cours du cacao. Donc des perspectives nettement haussières pour cette matière première agricole que nous n'avons pratiquement jamais abordée et que nous allons suivre de très près dorénavant. Nous avons fait un petit point du contexte, de la situation actuelle, notamment on s'est intéressé très rapidement à deux pays producteurs qui fournissent 60% de cacao, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Ghana. Voilà pour le cacao. Nous allons passer à présent sur le pétrole. Hein. On a pris connaissance de nouvelles estimations, nouvelles prévisions de l'EIA. Nous allons en parler. Ce qu'il faut savoir, il y a des problèmes de demande à court terme, hein, et cela pourrait permettre notamment de réduire le backwardation, donc le déport sur le marché des futurs. Il y a des craintes notamment depuis que nous avons appris également que Pékin était en confinement partiel. Les mesures de confinement s'enchaînent, même si le marché pétrolier semble les ignorer. Mais l'IEA revoit à la baisse ses prévisions de demande pour le premier trimestre 2021, mais estime que la demande restera supérieure à l'offre pendant une grande partie de l'année 2021. On le voit ici sur ce graphique, nous avons en orange la demande qui reste nettement supérieure à l'offre, hein, que l'on retrouve un peu plus bas. Cela est dû bien entendu à l'action des pays membres de l'OPEP. On va en parler, on va parler de l'OPEP, on va même parler des perspectives à très long terme pour le secteur pétrolier, le marché pétrolier, que l'on dit depuis un petit moment qu'il est en déclin. Et on va voir que peut-être le marché pétrolier a un second souffle et nous réserve des surprises. On en parle à la fin du point sur le pétrole. Pour le moment, il faut savoir que les prévisions de la demande pour le premier trimestre ont été revues à la baisse de 0,6 millions de barils par jour, alors que les prévisions pour l'ensemble de l'année 2021 ont également été revues à la baisse, mais seulement de 0,3 millions de barils par jour. Et l'offre mondiale devrait être supérieure de 1 million de barils par jour. Donc voilà concernant ces estimations dont nous avons pris connaissance hier. Oui, c'était hier très exactement. À présent, nous allons nous intéresser aux parts de marché. Et ici, ce que l'on voit, c'est que les parts de marché, hein, sur ce graphique, on retrouvera tout d'abord en clair, ce sont les pays qui ne font pas partie de l'OPEP+. En foncé, ce sont les pays de l'OPEP+. Et les parts de marché des pays membres de l'OPEP+, sont signalées ici par des petits losanges rouges. Et ces parts de marché ne cessent de diminuer depuis de nombreuses années. On le voit ici, notamment depuis 2016. Et on atteint depuis 2020 des plus bas pluriannuels. Donc maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que l'offre, est-ce qu'on arrivera est-ce qu'on arrivera à maintenir une offre aussi basse au second semestre 2021 si la demande se redresse comme indiqué par les précédentes prévisions, celles que nous venons d'aborder? C'est la réelle question. Il faudrait pour cela tout d'abord une réelle compliance, un respect de l'accord de réduction de production par tous les membres, et ça, ce ne sera pas chose aisée. Hein. Certains pays ont d'autres plans, visiblement. Nous allons parler des Émirats arabes unis, nous allons parler notamment du sultan Al-Jaber. Le sultan Al-Jaber qui est à la tête d'ADNOC. ADNOC, c'est Abu Dhabi National Oil Company, et ce dernier a pour objectif d'augmenter la capacité de production
qui est de 3 millions de barils par jour depuis 2016. Il souhaiterait donc l'augmenter à 5 millions de barils par jour à horizon 2030. Tout en poursuivant les programmes d'exploration. Alors c'est vraiment à contre-courant de ce que l'on voit ces derniers temps. Et il faut noter également que le pétrole des Émirats arabes unis est parmi les moins coûteux à l'extraction, tout en étant le troisième pays producteur de l'OPEP. El Jaber s'attend également à ce que la demande mondiale de pétrole surpasse le niveau des 100 millions de barils par jour que l'on avait enregistré avant la pandémie, et ce d'ici 2030, pour même atteindre les 105 millions de barils par jour. Et surtout, et on revient à notre sujet, hein, notamment les pays membres de l'OPEP, selon certaines rumeurs, certains cadres d'ADNOC, hein, donc d'Abu Dhabi National Oil Company, aurait fait pression récemment afin de quitter l'OPEP, étant donné les faibles quotas attribués aux Émirats arabes unis. Donc voilà, concernant les pays membres de l'OPEP, il y a tout de même des tensions. Est-ce qu'on va réussir à maintenir les réductions de production? Une dernière petite parenthèse, hein, par rapport aux objectifs d'Al Jaber. Il faut savoir qu'il n'est pas à ce point à contre-courant, hein. Il faut tout de même noter qu'il souhaite utiliser des technologies de capture de carbone afin de créer ce que l'on appelle l'hydrogène bleu, en fournissant ainsi une énergie plus propre, hein. Alors ce sont des projets qui sont très cohérents de la part du sultan Al Jaber et qui tablent, malgré ce déclin annoncé du secteur pétrolier, qui table donc pour une énergie plus propre, entre guillemets. Et étant donné que les Émirats arabes unis ont un coût d'extraction extrêmement faible, bien entendu, il répondra présent à ce surplus de demande qu'il anticipe dès à présent. Donc voilà pour cette parenthèse, hein, concernant les Émirats arabes unis, concernant les tensions qu'il y a au sein de l'OPEP et les difficultés à venir, hein, pour maintenir les quotas de réduction de production. On a cité à l'heure actuelle Al Jaber, on pourrait citer d'autres exemples. On va parler, donc ça c'est un graphique, hein, que l'on a déjà vu ensemble lundi lors du Good Morning Market hebdomadaire. Ici, hein, ce qui est important, c'est de voir effectivement sur le graphique du haut, on peut voir que ce déficit sur le marché pétrolier a permis donc de soutenir les cours du pétrole, hein. On voit ici l'offre et la demande en jaune et les cours du pétrole en blanc, mais il n'y a pas que cela, il y a également le biais vert. Et donc cette faiblesse du dollar américain a également soutenu la hausse des cours du pétrole jusqu'à présent. Une situation qui pourrait changer. On constate d'ores et déjà des tentatives haussières du biais vert, un éventuel retournement haussier qui n'est toujours pas acté, qui n'est toujours pas sûr, mais en tout cas, sur le très court terme, cela pourrait changer quelque peu la donne. Donc ce graphique-là, composé de deux graphiques, permet de voir grosso modo quelques facteurs qui ont favorisé justement cette hausse du pétrole qui, je vous le rappelle, le 20 avril 2020 était en négatif, hein. Nous revenons de très très loin concernant le marché pétrolier. Et nous allons parler d'un autre pays très rapidement, la Libye. La Libye qui était une menace justement concernant l'offre mondiale. Il faut savoir qu'il y a actuellement un pipeline qui est défectueux. Il y a des fuites dans l'aléoduc de Sidra. Sidra que l'on retrouvera ici, encadré en orange, ce qui a obligé Waha, la plus grande joint venture du bassin de Sirte, à l'arrêter, à stopper donc ce pipeline pour 2 semaines pour réparation. Donc cela a entraîné une baisse de la production libyenne qui est actuellement environ 1 million de barils par jour, donc ce qui a fait chuter la production libyenne de 200 000 barils par jour. Je vous rappelle que c'était l'une des craintes, hein, concernant le secteur pétrolier, ce retour de la production libyenne qui ne cessait de s'accentuer en octobre et en novembre. Et donc c'est une menace qui est en train de s'éloigner, et notamment grâce à cette réduction de la production suite à un pipeline qui est défectueux dans l'aléoduc de Sidra, que l'on retrouve ici, et on retrouvera d'ailleurs le détail, hein, de l'exploitation pétrolière libyenne sur cette carte. Donc voilà pour voilà, et d'un point de vue graphique, voilà, effectivement, on revient de très loin. On peut supposer que l'on pourra atteindre de nouveaux sommets au premier trimestre. Donc à court terme, certains institutionnels voient même le Brent entre 60 et 65 dollars le baril, mais la situation pourrait changer au cours du second semestre 2021, et c'est ce qui sera crucial, hein, pour le secteur pétrolier. C'est ce fameux second semestre 2021. Pour le Brent,
empreinte, hein. Nous sommes dans l'incapacité pour le moment de nous affranchir des 54,34, hein. On peut voir que c'est une réelle résistance, hein. Nous avions effectué un pullback dessus avant le repli que nous avons connu par la suite. Il y aura un autre niveau, c'est celui des 57 $ le baril pour le WTI. Ce sera également une résistance de taille. Il faudra s'en affranchir. Donc voilà pour cette rapide revue graphique concernant le pétrole. Et donc, après une éventuelle impulsion haussière, on pourrait s'attendre éventuellement à un retour en direction de cette oblique en bleu ici, qui sera renforcée par la suite par un nuage Ishimoku qui sera garant de la prochaine hausse. Voilà pour le marché pétrolier. On reste dans l'énergie. On passe à présent au gaz naturel. Et comme d'habitude, ce qui influe le plus sur les cours du gaz naturel, c'est bien entendu, la météo. La météo qui influe énormément sur la demande. Nous avons parlé des hausses de prix, notamment en Asie. On va laisser ça de côté cette fois-ci. Et il faut savoir qu'il y avait eu cette vague de froid arctique dans le monde qui pourrait toucher à sa fin. Et donc, les prix du gaz naturel pourraient ne plus être soutenus, hein, par justement cette vague de froid. Et il y a eu de récentes, hein, prévisions pour la période de fin janvier qui indiquent des températures qui seront supérieures à la moyenne. On le voit ici, c'est le modèle GEFS ensemble, donc ça nous prévient des anomalies de température. Et ici, la période sera pour le 18 janvier au 3 février, donc ça concernera toute la fin du mois de janvier, et cela donc pourrait donc entraîner les cours du gaz naturel à la baisse, ces nouvelles justement prévisions qui sont basées sur le modèle GEFS. Donc voilà concernant les fondamentaux, donc la météo, hein, tout simplement, car ça influe énormément sur le gaz naturel. Ce que l'on va faire à présent, on va s'intéresser au gaz naturel d'un point de vue technique. Déjà, premier constat, au vu de ce graphique, on va dresser deux constats rapidement. Il faut se rendre compte que nous avons atteint un pic supérieur à celui de l'année dernière. Donc déjà, c'est la première chose que l'on peut constater. Et ce que l'on peut dire d'un point de vue technique, c'est qu'on pourrait faire face actuellement à une épaule tête-épaule beaucoup plus large que ce que l'on avait décelé au début. Souvenez-vous, depuis quelques semaines, on suit cette formation. Nous avions émis l'hypothèse d'une ligne de coup à ce niveau-là, et donc ceci était éventuellement un pullback, un second pullback en direction de la ligne de coup. Alors finalement, en redescendant quelque peu la ligne de coup, on pourrait avoir une figure en ETE beaucoup plus large. Les cours du gaz naturel ne sont pas parvenus à atteindre la zone des 3. Et donc cela nous laisse présager une forte résistance à ce niveau-là, qui a permis donc la formation peut-être d'une dernière épaule droite. Et donc cette large figure est toujours en cours de construction, très difficile de déterminer une réelle ligne de coup, c'est vraiment la difficulté. Elle pourrait se situer aux alentours des 2,200, et ce serait donc une cible pour un mouvement baissier de très court terme qui serait alimenté par des prévisions météorologiques plus clémentes, en supposant justement que les conditions de météo s'améliorent. D'un point de vue fonda, ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks de gaz naturel évoluent toujours en fonction des saisons. Il y a un énorme impact de la saisonnalité sur le gaz naturel. Les baisses de stock de l'année précédente ont été quasi similaires à celles de cette année, mais elles ont été accompagnées de prix beaucoup plus hauts, hein. On l'a dit dès le début, le pic de cette année est largement supérieur à celui de l'année dernière. Et quand on voit ici la saisonnalité, les baisses devraient durer jusqu'au moins au début du mois de février, selon ce modèle. Donc voilà pour le gaz naturel. Nous allons terminer à présent pour le silver. Le silver qui, à l'heure actuelle, de tous les métaux précieux, c'est celui qui a le plus fort momentum haussier cette année, en tout cas. Et donc, à l'image, hein, du gold, il reste bloqué dans un range en raison notamment du récent renforcement du dollar américain. Ça a pas mal changé de choses, ce renforcement du dollar américain. Ce qu'il faut savoir, donc ce graphique, nous l'avions déjà abordé, il me semble, la semaine dernière, mercredi dernier, lors du Good Morning Market qui était dédié
aux matières premières et nous avions donc émis plusieurs hypothèses. On avait fait un parallèle sur la situation actuelle et la situation que nous avions connue précédemment ici avec ces mouvements de prix qui semblent similaires, ce qui nous laisse à penser que l'on pourrait assister à un repli avant une forte reprise haussière. On remarque également les tendances saisonnières ici qui indiquent que cette évolution justement en range pourrait se prolonger jusqu'au début du mois de mars. Et ensuite, ça serait suivi d'une hausse. Et donc, on pourrait donc poursuivre en range ici avant de se propulser à la hausse et de franchir ici ce retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Pour le moment, ce qu'il faut savoir, il faut garder à l'esprit ce parallèle entre la formation actuelle des cours et celle que l'on a pu constater entre 2008 et 2011. On avait eu à cette époque-là également un dollar qui s'était renforcé. Et donc, s'il y a un retour, s'il y a une nouvelle baisse du billet vert, cela pourrait permettre justement de renforcer les cours des métaux précieux, notamment l'argent, qui a un momentum beaucoup plus fort que les autres métaux précieux. Alors pour un objectif à moyen terme, ce serait la zone entre 28 et 30 dollars. Et donc un franchissement de cette zone-là pourrait être source d'accélération haussière en direction de nouveaux sommets, hein, ce qui pourrait nous rapprocher de niveaux que nous n'avons pas connus depuis, il me semble, 2011. Donc voilà pour le silver. Cette vidéo touche à sa fin. Donc c'est une vidéo qui sera publiée tous les mercredis après-midi et ce sera consacré essentiellement aux matières premières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera bien entendu de diversifier les matières premières et de les placer dans leur contexte, comme ce que nous avons fait sur le cacao. Nous étudions très souvent le pétrole, le gaz naturel, donc nous avons pu aller plus vite et on essaiera de temps à autre d'ajouter de nouvelles matières premières. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Bonne fin de séance et à demain. Au revoir.